à quoi obéit, si tu veux, une société? La société dehors, c'est quoi? C'est la loi du plus fort, c'est la loi c'est la loi du plus riche, c'est la loi du plus beau, c'est la loi du plus rapide, c'est la loi du plus intelligent, etc., etc., etc. En prison, c'est pareil. C'est aussi la loi du plus fort. C'est une loi animale, si tu veux. Il faut être balèze. Et si tu ne l'es pas, bah, il faut tricher. Il faut absolument faire croire aux autres, essayer de faire croire aux autres que toi, tu es comme eux. Et que si jamais, par exemple, on vient t'importuner, bon, bah, tu es à même de te défendre, etc. Enfin, bon, mais c'est pareil dehors. Ouais, elle va faire ça avec ça. Viens, viens, je te prends pour la barre. Non, mais déconne pas là, déconne pas. Sors ta mère. Si tu veux, par exemple, dehors, ça serait par exemple le microcosme, ou plutôt le macrocosme, et l'intérieur de la prison, ça serait le microcosme. Pour moi, c'est exactement pareil. Les deux sociétés fonctionnent selon les mêmes lois, selon les mêmes besoins, selon les mêmes peurs, selon les mêmes désirs, selon les mêmes frustrations, selon les mêmes douleurs, selon les mêmes souffrances, selon les mêmes hontes. Tu vois, c'est exactement pareil. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de la prison, tu es beaucoup plus fliqué, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus surveillé, c'est-à-dire que tu ne peux pas extérioriser toute la souffrance que la prison provoque en toi. Tu ne peux pas parce que tu vas être puni, parce que tu vas aller au bidard, parce qu'on va te retirer des grâces, parce que ceci, parce que cela. Donc tu es toujours obligé, enfin tu serais toujours obligé normalement de t'écraser. Et si tu ne t'écrases pas, si tu t'écrases pas, tu vas être puni, tu vas être considéré comme un moins que rien ou comme un dur de dur, comme un irrécupérable. Voilà. Moi je sais que je préfère penser pour un irrécupérable et puis défouler ce que j'ai à défouler, tu vois, mais j'en paye le prix, quoi. Tous ceux qui acceptent ça en payent le prix. Bon, alors la prison, bien sûr, ça multiplie tout. C'est une caisse de résonance, la prison. Elle t'hypersensibilise, la prison. Tu souffres tellement, t'as tellement les nerfs à vif que tu ressens tout multiplié par 10, par 100, par 1000, mais aussi bien les souffrances, les douleurs, que les joies. Quelquefois, tu reçois une bonne nouvelle, une toute petite bonne nouvelle, pour toi, ça va être extraordinaire, ça va être quelque chose de fabuleux, alors qu'en fait, ce n'était qu'une toute petite bonne nouvelle. Mais les effets de la prison vont te faire ressentir ça. Pourquoi ? Parce que tu es en manque. T'es en manque de tout en prison, mais t'es surtout en manque d'affection, t'es en manque de tendresse, de gentillesse. Parce que dans la prison, c'est quoi ? C'est le contraire de la gentillesse, c'est le contraire de la tendresse. C'est la loi de la jungle, c'est les tensions, c'est les regards du tigre, etc., etc. Donc tu manques de tout en prison. Pour moi, la drogue numéro un, c'est justement l'amour, si tu veux. Tu vois, l'amour, c'est ce dont souffrent tous les gens. Si jamais chacun recevait sa dose, il y aurait plus de souffrance sur Terre. Mais en prison, on en est encore plus privé que dehors.
Alors, comme vous pouvez le constater, là, nous sommes dans un quartier qui est tout à fait différent de la détention normale. C'est ce qu'on appelle le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire. Quelle différence il y a? Quartier d'isolement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le détenu, il a un régime normal, comme la détention, mais qu'il est isolé, seul en cellule, activité seule, puisqu'il est tout seul au quartier d'isolement. Mais le quartier disciplinaire, c'est la prison dans la prison. C'est-à-dire qu'un détenu qui a commis une faute passe devant la commission de discipline et peut éventuellement avoir une sanction allant jusqu'à 45 jours de punition de cellule qu'il purge dans un quartier qui est tout à fait à part de la détention normale. Je suis venu au quartier disciplinaire car j'ai eu des problèmes avec un surveillant. Le surveillant est venu un matin, j'étais malade, j'étais au lit. Il est venu dans la cellule, il m'a demandé où étaient les portes de l'armoire. Je lui ai dit, il n'y en a jamais eu, de porte d'armoire. Il est reparti, il est revenu en me disant où elle est la table. La table était à côté de l'armoire avec la télé dessus. Bon, je lui ai dit comme ça, mais vous foutez pas de moi. Hein? Vous voyez pas que je suis malade? Parce que j'avais contaminé tout le monde avec ma grippe. Et je lui ai dit, maintenant vous foutez la paix, vous me foutez la paix, vous sortez de la cellule. Il m'a dit, en me regardant avec un sourire, t'as que essayé de me sortir de la cellule. Là, j'ai chopé la mouche, j'ai vu rouge, j'ai sorti le couteau de ma poche, je me suis levé, que pour la pressionner. Il est sorti en courant, en fermant la porte de la cellule. Les surveillants sont venus avec un brigadier. J'ai fermé le couteau, j'ai donné au brigadier dans la main, j'ai pris ma veste et je suis parti au mitard. Bon, j'ai pris 30 jours de quartier. Je trouve ça normal parce que, bon, tout de même, sortir un couteau au niveau du surveillant, ça ne se fait pas. Bon, et le surveillant est revenu ici pour venir me taquiner encore une fois. Je lui ai craché à la figure, façon de lui faire comprendre que je ne le respecte plus. Parce qu'il m'avait menacé ici, en dehors du mitard. Bon, ce qui s'est passé, je suis repassé au prétoire, j'ai repris 15 jours. Je trouve ça normal, d'un côté, que j'ai pris 15 jours parce que je lui ai craché la figure, mais d'un autre côté, je trouve ça très sévère. Au quartier disciplinaire, ce qui est dur, c'est qu'on attend, les jours passent, on fait qu'attendre, attendre. Et on n'a pas le droit d'avoir au moins un contact avec un détenu. Ben, c'est toujours pareil, le respect, encore une fois, c'est quelque chose qui s'inspire, c'est pas quelque chose qui s'impose. Or, tu as des matons qui t'inspirent du respect parce que tu les sens gentils, parce que tu les sens humains, tu les sens des pères de famille, etc. Et puis tu as des petits cons. T'as des petits cons qui profitent de leur pouvoir, qui profitent de leur uniforme, et toi, tu les sens, petits cons. Et t'écraser devant eux, mais c'est dingue, ça te demande plein d'énergie, plein d'efforts, tu peux pas. Et si jamais tu t'engueules avec, c'est tout un tas de salade, quoi, tu vois. En ce qui me concerne, moi et tous les détenus, à chaque fois qu'on va au prétoire, on a tous la sensation que c'est tout préparé d'avance. Eh bien, moi, je vais vous dire que c'est faux. Ben, dites-moi pourquoi. Parce qu'il n'y a rien de préparé d'avance. Il n'y a aucune décision qui est prise d'avance, c'est faux. La commission de discipline, comme c'est fait maintenant et comme c'est toujours été, la décision est prise une fois que le directeur a entendu le détenu et prend note avec ses assesseurs. Rien n'est fait d'avance, aussi bien pour vous que pour les autres. Oui, c'est clair. D'accord, mais expliquez-moi pourquoi. Pourquoi, quand le surveillant met un rapport, pourquoi moi je dois expliquer ce rapport et que lui, il n'est pas présent pour expliquer ce rapport?
le surveillant peut très bien faire un rapport qui n'est pas conforme à ce que j'ai fait. Bien sûr, bien sûr. Donc pourquoi il n'est pas là pour l'expliquer? Mais de toute façon, quand le surveillant fait un rapport, il est entendu également par le chef ou par son représentant ou par le directeur éventuellement. Et lui aussi, le jour qu'il se fait ramoner par le directeur, personne ne vient vous le dire. Ni le surveillant, ni personne d'autre. Donc vous ne savez pas toujours ce qu'il se passe lorsqu'un surveillant met un rapport à un détenu. Voilà. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas en dire parce que vous ne le savez pas. Oui, mais ce que vous savez pas, c'est que quand le surveillant il met un rapport, il peut très bien faire un rapport différent par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire il peut se passer un petit truc comme ça, et puis que lui il peut déformer les rapports. Vous avez les moyens de vous en expliquer, parce que de toute façon, quand il y a un rapport de fait, il y a toujours une enquête maintenant, et systématiquement vous en expliquez devant un gradé qui est chargé de faire l'enquête. Donc c'est à vous de dire ce qui s'est passé exactement, et le gradé est chargé de le transmettre exactement comme vous le direz. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je pense que dans un prétoire, normalement, il faudrait que les détenus, il ait quelqu'un qui le défende. Parce que vous m'avez expliqué que c'était comme une sorte de tribunal. C'est un tribunal. C'est un tribunal. Donc moi je viens tout seul, dans un tribunal on vous oblige à avoir quelqu'un qui le défend. Ah mais je suis d'accord avec vous. Pourquoi quand moi je viens au prétoire, j'ai personne qui me défend? Alors la première chose, c'est le côté relationnel qu'on a avec les surveillants et avec les détenus. Donc la communication. Mais c'est impossible d'avoir une communication normale. Tu peux pas être toi-même en prison. Donc tu dois avoir un comportement différent déjà par rapport aux détenus et par rapport aux surveillants. D'ailleurs, d'abord, tu es déjà divisé en deux parties déjà. Alors, du côté des surveillants, tu dois maintenant avoir un comportement différent par rapport à tel surveillant, parce qu'il n'y en a aucun qui fonctionne de la même manière. Toi, c'est comme si tu étais obligé d'avoir une veste. Tu vois, à l'intérieur de la veste, je te montre, tu vois, tu as plusieurs masques. Alors, tout en sachant que tel surveillant est de service, bah, tu vas prendre un masque, tu vas te le mettre par rapport, par rapport au caractère de ce surveillant. Mais vis-à-vis des détenus, c'est pareil. C'est-à-dire, vis-à-vis de tel détenu, il va falloir que tu prennes l'autre côté, que d'abord que tu enlèves le masque que tu avais vis-à-vis du surveillant, que tu ouvres l'autre côté de la veste, que tu prennes un masque en rapport avec le caractère du détenu, que tu te le mettes. Donc au départ, tu es divisé en deux parties, et dans chaque partie, tu es divisé en 10 autres parties de chaque côté. Il y a beaucoup de détenus qui se sentent mal, à l'aise, mal dans leur peau, qui sont mal vus. Bon, c'est beaucoup le critère des affaires. Il y a plus ou moins du tri qui est fait entre détenus. On écarte certaines personnes ou on les estime. La vie en prison, elle est pénible pour tout le monde, pour ces gens-là. Même celui qui croit se sentir bien dans sa peau, il y a toujours quelque chose qu'il travaille. Et, le poids des années, je ne sais pas. J'ai été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. J'attaque ma 9e année. Bon, pour la détention, bon, on dira c'est ni facile ni dur. Bon, enfin moi personnellement, je suis responsable de ce que j'ai fait. J'estime que c'est tout à fait normal de payer quoi, par rapport à un délit qu'on a fait. Donc pour ça, donc j'ai pas vraiment à me plaindre. Les conditions en plus, elles sont bon, moyennes comme tout le monde le sait. Surtout ce qui est le plus difficile pour moi, c'est bon, je vivais avec une fille. On s'est séparés par la force des choses, un peu plus d'1 an après mon incarcération. Et depuis, bon, donc on va dire depuis 1991, je ne vois plus mon enfant. Et ça, c'est quelque chose de très 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 difficile moralement, quoi. C'est très 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 dur. Par exemple, quand je regarde la télévision, bon, parfois je vois des scènes avec des enfants, bah, directement je repense à mon enfant et boum, là vous pouvez être sûr que pour la soirée, je fais une nuit blanche. Quand je vais au parloir, bon, c'est pareil, je vois des enfants de l'âge du mien. Bon, en plus, il y en a quelques-uns que j'aime bien et que je connais, qui viennent me voir. Bon, et quand je rigole avec eux, je repense aux miens. Et pareil, là aussi, également, c'est très, très, très dur.
Moi, je suis rentré célibataire. J'avais une petite amie. Et en juin 1995, on s'est mariés. Et on a eu 2 enfants en détention lors des parloirs. L'endroit où j'ai conçu mes enfants, c'est dans une autre maison, c'est dans une maison d'arrêt qui venait d'ouvrir, un plan 13 000. Donc c'était pas vraiment évident de pouvoir avoir des rapports, comme vous pouvez bien l'imaginer, assis sur une chaise, il n'y avait pas d'autre choix. Pour essayer d'équilibrer ma famille, de tenir des rapports qui tiennent entre moi et ma femme et entre moi et mes enfants, il n'y a qu'avec de l'amour-passion qu'on peut faire tenir un couple comme ça. Maintenant, pour mes enfants, d'éducation proprement dite, je peux rien leur amener de concret, puisque je suis enfermé. Je peux rien leur amener de concret s'ils avaient besoin d'un coup de pied au cul, s'ils ont fait une connerie, ou de vérifier leurs devoirs, si c'est bien fait, ou des choses comme ça. Leur éducation au quotidien, je peux rien faire. Je suis en prison, je les vois qu'une fois par mois. Donc pour compenser, il n'y a que je me donne à fond quand ils viennent me voir, leur faire voir vraiment que je les aime, mais il y a que ça, quoi. C'est le seul truc, c'est le feeling qu'il y a entre le père, la mère et la femme, c'est le feeling qui passe, qui fait tenir tout ça, quoi. Le jour où il y a plus de feeling, c'est vous à l'échec. Maintenant, j'espère, j'ai plus que l'espoir, avoir une libération conditionnelle. J'ai monté un dossier qui devrait être examiné au mois de mars par le juge d'application des peines, et ensuite monté au ministère si le juge d'application des peines est d'accord, quoi. Alors je compte là-dessus, ma femme compte là-dessus, mes enfants comptent là-dessus, enfin on compte tous là-dessus. La libération conditionnelle est une mesure qui consiste une mesure de confiance qui consiste à laisser un détenu finir sa peine hors de prison. Alors, la libération conditionnelle suivant le temps d'incarcération du détenu est soit accordée par le juge d'application des peines, soit par le garde des Sceaux. Et les critères pour obtenir une libération conditionnelle sont les suivants. Il faut que le détenu ait une structure ou un hébergement ou une structure pouvant l'héberger à l'extérieur, et également un projet professionnel, c'est-à-dire un travail qui est, enfin, deux éléments qui font que le détenu à sa sortie ne sera pas lâché dans la nature sans aucun encadrement. Voilà pour la libération conditionnelle. En ce qui concerne les longues peines, comme les gens qui sont incarcérés à Rio, je dirais que les mesures de libération conditionnelle sont assez rares. Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que pour des gens qui ont passé plusieurs années en prison, les contacts avec l'extérieur qui pourraient leur permettre de trouver un travail, eh bien c'est pas évident de les avoir. Donc les projets montés par les détenus sont rares. Et puis d'autre part, en ce qui concerne les mesures de libération conditionnelle accordées par le garde des Sceaux, il y a énormément de critères qui sont pris en compte de manière très, très rigoureuse en ce qui concerne l'examen psychiatrique des intéressés, l'indemnisation des parties civiles, la solidité des projets, afin d'éviter la récidive. J'ai connu tous les types de détentions existants en France, de la maison d'arrêt en passant par un quartier de haute sécurité. Une chose est sûre, en prison, il ne faut pas parler de réinsertion sociale, parce qu'il n'y en a pas. Bon. Moi, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie en prison et je ne sais pas encore quand je vais sortir. Quand nos conditionnels montent au ministère, elle revient refusée. Pour quelle raison, on n'en sait rien. C'est la bouteille à l'encre. On est obligé de se livrer en suppositions de toutes sortes. Mais on ne nous donne jamais la réponse, parce qu'ils ne sont pas tenus de, de dire les raisons des refus. Bon.
nous, le gouvernement, on se montre très méfiant avec ceux qui veulent concocter. Bon. Parce que, de toute façon, on sait que ça va nous retomber sur la gueule. Bon. Ça n'existe pas, la réinsertion. Ou alors, il faudrait un très profond bouleversement de toute la société. Pas seulement du gouvernement, de toute la société. Arrêtez de nous considérer comme des moins que rien. On dit qu'une fois qu'on est sorti, on a payé notre dette à la société. C'est pas vrai, ça. Toute notre vie, on va nous reprocher d'avoir été, ne serait-ce qu'une seule journée en prison. Toute notre vie. Vous allez vous présenter pour demander du travail. Où est-ce que vous avez été? Ben, j'étais en prison. Vous étiez en prison. Retournez dans la rue et démerdez-vous. Eh ben écoute, si tu veux, moi je te raconte mon histoire, en gros, à 19 ans, pour un braquage où il n'y a pas eu de mort, où il n'y a pas eu de grande violence, alors que j'étais primaire, que j'étais marié, que j'avais un môme, pour un braquage, on me met perpétuité. Là-dessus, je fais 15 ans. Je sors, pendant 8 ans, on n'a rien pu me reprocher. J'ai fait comme tout le monde, j'ai bossé, j'ai emprunté, j'ai remboursé, j'ai bossé, jusqu'à ce que j'aille un petit bistrot. J'ai eu un petit bistrot, j'avais donc le casse-croûte d'assuré, c'était fini pour moi. Dans ce bistrot, ça faisait 3 ans que je l'avais. Un soir, il y a un client qui me casse les couilles. Je le vire. À cette époque-là, j'étais pas malade. Je lui file une cacahuète. Il se retrouve avec le nez cassé. Il porte plainte. Il me révoque 11 ans et demi de conditionnel. Les 11 ans et demi avec lesquels j'étais sorti. Là-dessus, la compagne au nom de laquelle j'avais mis mon bistrot me fait la malle. Elle s'en va. Elle laisse le bistrot fermé plus d'1 an. Il récupère la licence 4. Je ressors complètement clochardisé. J'atterris donc dans un foyer. Dans ce foyer, j'essaye encore de trouver des solutions, parce qu'entre-temps, j'étais bien évidemment tombé malade. J'en avais fait une maladie de ce qui m'avait fait là, tu vois. Et si tu veux, dans ce foyer, bon, j'essaie, je bosse dans un atelier protégé, etc., etc., j'essaie de trouver des solutions. Et puis un jour, il y a une perquisition dans ce foyer, les gendarmes fouillent dans toutes les pioles, et ils me trouvent dans la mienne un petit calibre, un petit 6,35, c'est-à-dire pas du tout le genre d'arme avec laquelle tu vas faire des braquages. Mais moi, c'était un petit calibre que je gardais à portée de la main parce que je me disais que si jamais je devenais paralysé, je préférais me mettre une balle dans la tête. Tu vois, je me vois pas finir mes jours sur un fauteuil roulant. Donc, pour ça, je retourne à nouveau en prison. Je sors au bout de quelques mois en liberté provisoire. Je passe en procès. Je tombe pour une fois sur un magistrat très humain qui ne me condamne qu'à du sursis. Je me dis, bon bah ça y est, je suis sauvé, ça y est, à nouveau, bon j'avais plein de projets dans la tête. Là-dessus, le parquet, ce qu'on appelle le parquet, c'est-à-dire le procureur, c'est-à-dire les magistrats méchants, tu vois, les magistrats hargneux, tu vois, ceux-là estiment que j'ai pas été assez puni et ils font ce qu'on appelle appel à minima. Ça voulait dire qu'ils voulaient absolument que je replonge. Là-dessus, quand j'apprends, moi, que le parquet fait appel, j'en pouvais plus. J'ai préféré me mettre en cavale. Je me suis mis en cavale, ça a duré 1 an. Alors, bien évidemment, je me suis fait reprendre 1 an après. J'avais des armes, parce que je préférais mourir plutôt que de revenir. Faux papiers, voiture volée, maquillée, 5 ans. 5 ans, plus 5 ans de conditionnel que j'avais encore. Je me retrouve avec 10 piges. Voilà. Alors que si jamais on ne m'avait pas révoqué 11 ans et demi de conditionnel pour un coup de poing dans le nez, alors que ça faisait 8 ans que j'étais dehors, je ne serais venu qu'une seule fois en prison. J'avais réussi ma réinsertion. Et c'est ce qui m'amène à croire maintenant que les huiles, si tu veux, ne veulent pas qu'un mec se réinsère. On a trop besoin de la grande délinquance, ça justifie trop de choses. Si jamais nous, on n'existait pas,
Mais il n'y aurait pas de maton, il n'y aurait pas de poulet, il n'y aurait pas de gendarme, il n'y aurait pas de magistrat, il n'y aurait pas d'avocat, il n'y aurait pas de transporteur de fonds, il n'y aurait pas de fabricants de portes blindées, de coffres-forts, etc., etc. Il n'y aurait pas l'industrie du cinéma, les films policiers, les bouquins policiers. Mais à 50 000 détenus en France, on fait vivre des centaines de milliers de personnes. Si jamais nous, on n'existait pas, mais il y en aurait un maximum qui se retrouverait au chaume dur. C'est bon, là? C'est bon, merci. À partir du moment où un individu commet un délit, il y a des lois, il y a une justice, etc. C'est normal qu'il soit puni. Jusque-là, ça va. C'est un danger pour la société, etc. Tout ça, ça concorde. Ce que je ne comprends pas, à partir du moment où le gouvernement, la justice ou la société prend la responsabilité d'incarcérer un individu pour un motif quelconque, que ça soit grave ou plus grave, à partir du moment où donc la justice, la société, voire le gouvernement prend cette responsabilité, il doit aussi prendre la responsabilité de réinsérer cette personne. Donc il y a une responsabilité au départ qui est prise, mais une responsabilité qui n'est pas prise. Je prends donc mon exemple. J'étais condamné à 20 ans, ce qui est normal. Moi, j'accepte ma peine. J'ai commis un crime, je dois payer. J'assume, je suis responsable. Mais là où ça ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, après 12 ans d'incarcération, à la veille de ma libération, j'ai rien en fait. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu préparer une réinsertion, voire une réadaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachant que je vais sortir dans les mois qui suivent, sur le plan financier, j'ai 1800 francs sur mon livret de caisse d'épargne. Comment veux-tu que je me réinsère avec 1800 francs? Tout en sachant que j'ai des frais de justice à payer qui montent jusqu'à 20 000 francs. Et une partie civile qui monte jusqu'à 240 000 francs. Comment veux-tu déjà que je me réinsère sur le plan financier? Tout à chacun sait que dehors, on a besoin d'argent pour vivre. Un minimum. Ce minimum, je ne l'ai pas. Donc je vais me retrouver dehors, dans la jungle, avec je vais me retrouver dans la jungle avec 0% sur le plan financier. C'est quand même invraisemblable. Donc, quelque part, le gouvernement, la justice, voire la société ne prend pas ses responsabilités. Tu vas me dire que maintenant, en prison, on peut faire des cours par correspondance, on peut préparer un stage, on peut apprendre telle langue ou une autre. Mais sur le plan professionnel, qu'est-ce que tu peux préparer en prison? Moi, dans cette maison centrale, j'y suis depuis 91. Je suis même pas, j'ai pas pu préparer, voire un CAP. Un CAP de quoi d'abord? Il n'y a rien. À quoi ça va me servir d'aller à l'école tous les jours si sur le plan professionnel, sur le plan pratique, je n'ai pas au moins une connaissance sur le plan pratique vis-à-vis de tel ou tel métier? Donc j'estime qu'il y a une responsabilité vis-à-vis du gouvernement, la justice, voire la société, qui n'est pas prise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détenus, mais même la plupart qui disent que la réinsertion n'existe pas.
Lorsqu'on travaille en maison centrale, la difficulté est double. Il faut d'une part gérer le temps, et gérer le temps c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile puisqu'on a affaire à des gens qui peuvent être incarcérés pour des peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc il faut donc faire passer le temps à ces gens-là de la façon la plus intelligente possible, en fournissant du travail, en fournissant des activités, de la formation professionnelle, des distractions. Et par les temps qui courent, ce multi-activisme n'est pas toujours extrêmement aisé à mettre en place. Donc le travail dans une maison centrale, c'est ça. C'est faire accepter le temps. Et le temps s'allonge, le temps est quelque chose de très très long. Et essayer d'aider les gens, d'autre part, à se remettre en selle pour pouvoir sortir. La difficulté est extrême à ce niveau-là. Donc les détenus qui sont condamnés pour de longues peines en France sont affectés soit en centre de détention, soit en maison centrale. Les centres de détention mettent plus l'accent sur l'insertion ou la réinsertion. Les maisons centrales mettent plus l'accent sur la sécurité. C'est-à-dire qu'en maison centrale, on trouve les détenus qui sont réputés ou prétendus les plus dangereux. À la centrale de Riom, on met l'accent, ou on essaie de mettre l'accent sur l'insertion. Comme vous avez pu le voir, le système à l'intérieur est relativement libéral, puisque les détenus circulent de façon assez libre. Le principe est que l'extérieur étant relativement bien verrouillé au niveau sécuritaire, à l'intérieur de l'établissement, on laisse une liberté d'aller et venir, dans la journée bien sûr, qui est importante pour une maison centrale. Et la politique d'ouverture intérieure de l'établissement a évidemment pour but de faire en sorte que le détenu qui est condamné à une peine longue, voire à une peine très longue, ne soit pas renfermé sur lui-même et puisse au contraire multiplier les contacts avec les autres, avec le personnel, avec les différents types d'intervenants et de façon autonome. C'est le détenu qui se rend seul à l'école, c'est le détenu qui se rend seul au sport, c'est le détenu qui en fait se prend en charge. C'est également le détenu qui va à l'infirmerie, qui prend ses médicaments et qui gère lui-même sa propre personnalité. C'est une volonté locale, c'est une volonté qui est prise en charge par à peu près tous les personnels de l'établissement. Nous estimons que par ce biais, la détention rendra le détenu peut-être en meilleur état que s'il était à longueur de journée fermé dans une cellule. Le travail consiste à encadrer les détenus, faire participer à différentes activités sportives telles que le football, le squash, le handball, le tennis et la musculation. On peut aussi faire venir des équipes extérieures, comme le week-end dernier où Saint-Bonnet et Châtel-Guyon sont venus faire un match de foot contre les gars. C'est des gens comme tout le monde qui sont en marge de la société parce qu'ils ont commis un certain délit, ça, moi, je ne veux pas le savoir. Et le but de ces activités sportives, en fait, c'est justement de ne pas couper ces gens-là du monde réel, quoi, hein. Et que les gens de l'extérieur aussi voient un petit peu qu'en prison, les gens sont comme les autres, quoi, hein. Actuellement, je suis dans ma 30e année de prison et je pense que dans notre métier de surveillance, le plus important, c'est d'être psychologue. Parce qu'il ne faut pas être dur avec les mous et mou avec les durs. Il faut être correct avec tout le monde, respecter les gens, même si ce sont des détenus ou des délinquants. Mais le rôle principal d'un personnel, c'est surtout de bien gérer la situation des gens, bien voir à qui on a affaire et surtout ne pas s'occuper pour quelles raisons ils sont en prison. Ça, c'est le plus important. Moi, en ce qui concerne le service général, en tant qu'auxiliaire,
je touche à peu près 950 francs par mois. J'ai bien sûr 20% qui sont retirés, 10% pour payer les frais de justice et les parties civiles, et 10% pour mon pécule libérable, c'est-à-dire un livret de caisse d'épargne qui est prévu normalement, bien sûr, pour ma sortie, qui s'appelle tout normalement, comme dehors, un livret national d'épargne. En contrepartie, je touche aussi un peu tous les mois 500 francs qui m'est envoyé par ma famille. Mais c'est mon cas à moi, ce qui me permet justement de pouvoir vivre convenablement en prison. Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce que en prison, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de travailler, très souvent, qui n'ont plus de famille, donc qui n'ont pas de salaire en prison et qui ne touchent pas de mandat. Donc encore une fois, la seule possibilité de survivre en prison, c'est de pouvoir se faire aider par d'autres détenus et en dernier recours, de pouvoir se faire aider par le service social. Bon, moi, je vois qu'il y a d'autres détenus qui touchent des mandats et qui vivent très bien. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, télévision, frigo, Wattman. Si ça leur plaît, ils peuvent faire des cantines tant qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer la télévision ou le frigo ou quelques cantines. Bon, je suis toujours en train de demander à droite et à gauche. Bon, je m'occupais du jardin, exactement, qui était en bas, pour essayer d'avoir une récompense au niveau de tabac, café, où je faisais des petits ménages pour certains, où je m'occupais de la salle de musculation. Et bon, moi, je ne suis pas d'accord de vivre dans ces conditions-là. Je suis obligé de me révolter. Quand je vois, je ne suis pas le seul indigent ici. Quand je vois les autres indigents qui ne font rien et tout le monde les aide. J'ai été condamné en 89 à la réclusion criminelle à perpétuité. Et après, j'ai été déporté à Riom. Je suis arrivé ici en 91. Et depuis ce temps-là, j'ai coupé tout lien avec la famille. C'est-à-dire que j'ai la foi et je reconnais ma faute. Donc ma famille n'a absolument rien à voir avec moi. Donc je dois les laisser vivre, mes amis et ma famille en paix. Moi, pour tenir la peine que j'ai, c'est-à-dire la réclusion que j'ai sur le dos, je prie beaucoup. Je vis beaucoup de la foi. Et ceci m'aide bien, bien beaucoup. Si je n'avais pas eu cette foi, je serais très malheureux. Je ne sais même pas si vivre. Voilà, c'est elle en tout ce que je fais qui me tient. Pour assumer mes journées et puis pour changer mon esprit, je dessine beaucoup. Je fais de la couture, que je remplis des petits œuvres comme ça, là. En couture, je fais des dessins, je les remplis de fil à coudre. Et j'ai beaucoup de correspondants qui me tiennent moralement. On va les mettre comme ça, grosso modo. Et ceux qui sont à faire. Il est habitué à la maison. Autrement, pour qu'il y ait de la sortie, je la vois très loin encore, mais je garde cet espoir de la voir un jour. Et moi, mon seul désir, c'est de revivre dans la nature. C'est lui qui me tient compagnie, tu vois. Je ne me mets pas en cage parce que moi, j'y suis déjà en cage. Alors, ça c'est pas bien de me mettre en cage. Voilà. Ah, là, il y a quelqu'un qui me regarde. Là. Viens, viens avec ton maître. Voilà, tu vois. Alors là, je travaille, toi, je fais pas attention à lui. Hop là. Oh là, tu vois plus rien là. Ah ben là, alors là, elle a trouvé. Attends, bouge pas. Super image. Ah oui. Laissez fermer. Voilà. Je peux garder pour passer.
oui, pour demain, si tu veux le... Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 7 ans. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il me reste 4 ans. Comment tu vis ici? Mal. Hein. Très, très mal. C'est mal et c'est tout pourri, tout. C'est. T'as une aide de l'extérieur? Oui, j'ai une tutelle. Qu'est-ce que c'est? Tu peux expliquer ce que c'est la tutelle? C'est quelqu'un qui gère l'argent, qui donne des ressources pour essayer de m'évoluer. Comme j'arrive pas à tenir de l'argent, a priori, j'arrive pas à gérer mon argent et comment dire? J'aurais voulu demander au psychiatre pour aller à Saint-Jean-de-Dieu, là-bas à Lyon, dans une maison psychiatrique. Ça, c'est le sèche-linge, on met un jeton, ça nous coûte 5 francs. C'est le détenu qui paye. La machine à laver, ça coûte 10 francs pour 5 kilos de linge. Et tout ça au frais du détenu. Ces machines-là, elles servent, mais à ceux qui ont les moyens. Ceux qui reçoivent des mandats, ceux qui sont assistés. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont obligés de laver à la main. Alors il faut signaler qu'ici on a le canal satellite, la fameuse parabole qui est sortie il n'y a pas longtemps dehors. La télé coûte 200 francs et on a décidé entre détenus avec l'aide du service social de mettre 50 francs en plus, c'est-à-dire qu'avec 250 francs en plus, on a la parabole avec les fameuses chaînes satellites, on a 7 chaînes en plus. Bonjour. Bonjour. Je signe ici là. On dépense beaucoup d'argent au niveau téléphone parce que c'est très important, parce qu'il permet une communication avec les gens de l'extérieur. Faut pas oublier qu'on a le droit de téléphoner à qui on veut. La famille, sa femme, ses enfants, ses amis, ses copains, à qui on veut à l'extérieur. Même au niveau pour chercher un emploi. Ça, le téléphone, ça permet justement de se mettre en contact avec un employeur pour trouver un emploi à ta sortie. Pour trouver une conditionnelle, ça te permet de communiquer par rapport aux permissions, etc. Donc c'est une communication avec l'extérieur qui est très importante. Salut José. Bonjour, ça va? Voilà, je dois avoir ma cantine normalement. Voilà, le numéro c'est 243 moi, 243. Alors il y a 2 réprouvés. Voilà. Il y a ceux qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de famille et qui ne reçoivent pas de mandat. Alors ces gars, ils sont indigents, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc on ne les voit jamais à la boutique. Et ils sont toujours en cellule et toujours en train de demander à droite à gauche si on peut les dépanner. Voilà, c'est tout. Ok. Bon là je suis pressé, je me sauve. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao José. Tu commets un crime, mais la première chose que tu te demandes, quand tu es arrêté et que tu te retrouves en prison, est-ce que tu es coupable? Mais en vérité, moi, dans les premiers temps, je me suis pas senti coupable du tout. Pourquoi? À la limite, j'étais même pas étonné de ce que j'avais fait. Ça aurait pu être un crime tel celui que je l'ai commis, ou quelque chose même de plus grave. Mais j'étais pas étonné qu'un jour j'allais me prendre un mur en pleine face. Pourquoi? Parce que dans mon passé, j'ai tellement eu de difficultés à m'adapter justement au système social. Au moment où je suis né, durant toute mon enfance, mon adolescence et ma majorité, que des frustrations.
Moi, je suis issu d'une famille qui est complètement décousue. Mon père a divorcé 3 fois. Donc, ma mère m'a abandonné quand j'avais 5 ans. J'ai une belle-mère, une deuxième belle-mère, etc. Un frère qui est parti, une sœur qui s'est sauvée, etc. Donc, je suis issu d'un milieu familial qui ne m'a pas permis de me réaliser comme un enfant normal. Je n'ai pas eu cet encadrement, cette éducation qui m'aurait permis de me réaliser comme quelqu'un de normal. Donc, je n'ai pas pu m'adapter aux règles de la société, puisque au départ, j'étais handicapé. Donc je sentais bien qu'un jour ou l'autre, j'allais me prendre un mur en pleine face. Je ne pouvais pas dire que, bon, effectivement, j'allais commettre ça, ça ou ça, mais je savais que j'allais me prendre un mur. Donc à partir du moment où le mur, je me le suis pris, que je me suis retrouvé en prison, dès le départ, tu ne te sens pas coupable. Parce que tu te dis, parce qu'au tu te dis, mais c'est normal, après tout ce qui m'est arrivé, c'est normal que je pète les boulons. C'est normal qu'il m'arrive ça. Bien sûr ça aurait été mieux pour moi que je ne commette pas ce crime, que je commette quelque chose qui était moins grave, qui était plus réparable que ce que j'ai fait, qui est pas réparable. Mais au départ, tu ne te sens pas coupable. Quand je suis arrivé en prison, d'abord, voilà. Et le gros problème, c'est qu'au départ, quand tu rentres en prison, les responsables en prison, voire les professeurs d'école, les éducateurs, etc., tu dis, bon, ben voilà, vous êtes en prison, bon, ben ça serait bien que vous fassiez des études pour votre futur, etc. Mais moi, je ne ressentais pas le besoin de préparer des études, etc. Moi, je sentais le besoin de comprendre pourquoi, un jour, j'avais commis ce crime, de quelle manière, comment, pour essayer, si tu veux, de purger, d'enlever en moi ce côté violent qui m'avait fait commettre un crime. Moi, avant tout, il fallait que je le comprenne, je le comprenne pour pouvoir le sortir de moi, même si je ne me sentais pas coupable. Donc, il m'a paru plus facile de me dire « je suis coupable » pour prendre les choses telles, pour m'affronter face à face, et de me dire, bon, ben, donc de faire un cheminement intérieur pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'était passé en moi. D'abord, de se regarder dans un miroir, en fait, et de ne pas se mentir, de ne pas se voiler la face, de se regarder dans un miroir et de dire, oui, effectivement, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, enfin j'ai commis tous les péchés du monde. Voilà, c'est ça. Je veux dire, au premier de dire, bon ben voilà, je suis un méchant garçon, quoi. Parce que t'es le monstre. T'es le monstre, c'est celui-là qui a commis, l'irréparable. Donc t'étais, vis-à-vis déjà du public, de la société, t'étais considéré comme un monstre. Donc il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu dises, oui, c'est vrai, je suis un monstre. À partir du moment où tu l'acceptes, bon, il faut que quelqu'un t'aide à porter ce fardeau, parce que sinon il est trop lourd. Donc moi, je me suis permis carrément de demander, entre guillemets, à Dieu de le porter avec moi, de m'aider à le porter. Mais en fait, bon, tu viens en prison, tu sais qu'il y a une partie ténébreuse en toi qui t'a amené en prison. Donc en fait, ce qu'il faut faire en prison, c'est de te donner les moyens, et qu'on te donne les moyens de pouvoir faire ce face-à-face avec tes ténèbres. Mais c'est quelque chose d'énormément difficile. C'est ce qu'on demande, à la limite, à un moine dans son monastère, qui reste 20 ans, 30 ans dans un monastère, en étant coupé du monde. C'est ce qu'on te demande de faire. Mais on ne te donne pas les moyens de le faire et on ne t'aide pas à le faire. On te laisse, toi seul, face à face avec tes ténèbres. C'est ça la prison. C'est bon là?